Bonjour Emash, Bonjour. merci de m'accorder cette interview. Tu viens de finir en fait toute ta promotion de GoGo Golden Voice, un petit peu fatigué quand même, hein? Un petit peu. Un Surtout petit peu. que j'ai repris le travail il n'y a pas très longtemps. Mais ça va. Ouais, tu as beaucoup donné de ta personne, Un peu beaucoup. un peu beaucoup. Et donc, pour les viewers qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter et parler de ton parcours jusqu'à la réalisation de cette belle aventure qu'est GoGo Golden Voice? Du coup, je suis Emma, j'ai 24 ans. Je suis étudiant en master et aussi passionné de navigant et aussi destinateur à mes heures perdues. Et du coup, je suis l'auteur de GoGo Golden Voice, que vous pouvez trouver ici, qui est édité chez Keep On Dream. Du coup, mon parcours, j'ai commencé à dessiner vers 2009-2010. Des petits mangas par-ci par-là et au fur et à mesure j'ai essayé de faire un truc un peu plus pro et c'est là que j'ai rejoint Keep On Dream en 2014 et au fur et à mesure avec les séries que j'ai fait pour eux on en est arrivé à Golden Voice en 2021 si je dis pas de bêtises. Bravo, bravo, bravo. Et donc, peux-tu parler de ton manga et qu'est-ce qu'un Golden Voice? Alors du coup le manga raconte l'histoire de Fusili Gorgonzola que vous voyez sur la couverture qui est le fils d'un parrain de la mafia. Sauf que le monde criminel n'intéresse pas du tout, ce qui l'intéresse c'est la musique. À l'inverse de son père qui veut faire de lui son successeur, on s'en suivra des clashs et des conflits entre lui et son père. Et du coup, ce qui amène jusqu'au Golden Voice. Le Golden Voice, je ne sais pas trop comment l'expliquer aujourd'hui, mais pour l'instant, l'idée c'est que c'est. Alors, sans trop donner de détails sur ce que ça va donner plus tard, c'est ce qu'on pourrait comparer au Kiai dans Dragon Ball, ou alors j'ai oublié le nom en français, dans One Piece, Ah, je peux pas t'aider. le Haki des rois. Ça s'appelle le Haki des rois du coup de... Ah, d'accord, Voilà. ok. Donc c'est une sorte de cri qui permet de soumettre par sa volonté d'autres personnes. Je pense pour l'instant c'est l'idée que j'en avais et je vais essayer de développer ça dans les chapitres à venir. Ça me fait penser au haka des Rubbermen. Exactement, hein ça peut être ça, ça peut être un peu dans... Une analogie en tout cas. C'est ça. Ok, cool. Comment t'es venue l'idée d'une famille de mafiosi avec un héros mélomane qui tranche franchement avec son environnement pour le coup? Bah, du coup c'était pour le concours Tezuka de 2020 qui était ouvert à l'international pour la première fois il me semble puisque c'était le 100e je crois concours Tezuka si je dis pas de bêtises et du coup il fallait trouver un scénario rapide qui pouvait être compréhensible par tout le monde et des éléments plutôt simples. C'est là que j'ai voulu opposer quelque chose qui peut être vu comme faible par rapport à la mafia. Donc même si la musique est quelque chose qui est important dans le monde de la mafia, je voulais opposer les idées de Rigatoni et le parrain, un peu vieux jeu, un peu macho, on va dire patriarche, un peu vraiment à l'ancienne. Vieille école, ouais. Vieille école avec quelque chose de plus moderne, de plus jeune. Du coup, aujourd'hui, je pense que ça peut être vu comme quelque chose. Si on oppose les deux, la musique et le monde criminel, c'est pas du tout la même chose. C'est là que c'était ça le point de départ du coup. Et du coup, c'est là que j'en suis venu à opposer les deux. Oui, mais du coup, en fait, parce que ma question aussi, c'est de savoir, il me semble bien que Fusili, parce que tu peux avoir un mafioso qui est mélomane, mais lui, il veut pas en entendre parler, il ne veut pas être un mafieux, non? On est d'accord? C'est ça. C'est ça, hein? C'est un peu contre son gré. Au début, enfin surtout au début de l'histoire, c'est vraiment quelque chose qu'il fait pour faire plaisir à sa famille, je dirais. Il en a même contraint au bout d'un moment de le faire. Sauf que je voulais aussi surtout donner ce côté... Il y a un truc que j'aime beaucoup, c'est bizarre ce que je vais dire, mais la rébellion, le fait de pas forcément suivre les choses qu'on nous dicte et de faire ses propres choix. Et c'est quelque chose que je voulais à tout prix... Au début, je l'ai mis un peu inconsciemment dans Golden Voice, parce que c'était un truc qui m'arrivait un peu dans la vraie vie aussi. Mais surtout de faire ses propres choix, ne pas écouter forcément les adultes qui pensent avoir
voilà, la raison, la vérité absolue. Et c'est de là que ça part aussi, notamment les personnages. La plupart des. Si vous regardez le chapitre 1, c'est surtout la jeunesse qui s'oppose aux vieux, on va dire, c'est ça. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Mais du coup, pour revenir à la question par rapport au choix de Fusili d'être un mafieux ou non, au début, ce n'est pas le cas. C'est vraiment quelque chose qu'il fait par défaut. C'est là qu'il va se rendre compte que c'est pas quelque chose qui est fait pour lui. Et c'est peut-être des choix qu'on est tous amenés à faire forcément à un moment. Notamment quand on grandit, on fait ce qu'on nous dit de faire et au final on réalise qu'on a nos propres choix à faire aussi. Et c'est quelque chose que... c'est pas un message que j'ai voulu faire parce que je voulais pas mettre de message de base, mais c'est peut-être un message qui peut en ressortir. Et par la suite, je pense que Fusili, il garde quand même un pied dedans, malgré tout, dans la mafia. Et à voir ce que ça va donner par la suite du coup. Mais peut-être qu'il peut pas complètement lui tourner le dos, mais en fait tu parles de valeurs qui sont bien connues dans le shonen, ou autre chose, d'ailleurs shoujo aussi. Enfin, en tout cas dans le manga en général, c'est quelque chose qu'on connaît bien. Alors souvent les parents disent ouais, tu verras, il faut que tu expérimentes par toi-même, tu verras que j'ai raison, mais en même temps, c'est ça ce choix qu'on peut donner à l'enfant, parce que là, il est sous pression et puis il peut pas se rendre compte par lui-même, il faut qu'il étouffe en fait. C'est ça. Mais par exemple, moi, mes parents me disent souvent me donnent des conseils, des fois je les écoute, des fois je les écoute pas, et généralement, à 99% ils ont raison, donc c'est quand même, malgré tout, je préfère faire le choix de voir par moi-même ce que ça va donner. Et après, moi, je me dis, tant pis, ils avaient raison, et moi, je sais. Et c'est un peu, de ce qui se passe. Mais c'est la vie, en fait. C'est la vie, c'est comme ça. Et concernant le fait que Fusili reste un peu dans la mafia, je pense que c'est surtout dû au fait que Rigatoni est quelqu'un de très malin, et quelqu'un de très intelligent. Il sait comment s'y prendre pour faire en sorte que son fils reste malgré tout dans la mafia. Donc je pense à un peu de la sournoiserie derrière tout ça. Ce vieux renard. Ouais, c'est ça. Tiens, on parle donc de lui, Rigatoni. Il se pose un petit peu en antagoniste au départ de son fils. Parce que on sait que la mère de Fusili était très mélomane, qu'elle l'avait formé à la musique. Et que donc... Qu'y a-t-il comme développement de Rigatoni finalement? Quelle évolution il a par extension dans l'intrigue? Rigatoni, comme tu l'as dit, c'était l'antagoniste au début et ça devait le rester jusqu'à la fin du premier chapitre. Normalement c'était lui. Alors pour ceux qui ont lu du coup le chapitre 1, c'est pas lui qui se fait battre par Fusili mais c'est quelqu'un d'autre. Normalement c'était lui qui devait se faire battre par Fusili. Mais j'ai fait le choix vers la fin de changer d'antagoniste parce que j'ai commencé à l'apprécier un petit peu et je me dis qu'il y avait des choses à exploiter par rapport à lui. Même si jusqu'à présent il n'a pas fait grand chose, il est un peu dans l'ombre, c'est lui qui dirige un peu tout le monde. C'est le parrain. C'est ça. Je pense qu'il se mouille pas trop ou quoi. Mais je sais déjà, par exemple là, les derniers jours du coup qu'on a passé en dédicace, quand il n'y avait pas trop de monde, avec notamment d'autres auteurs et des gens d'équipe Onrim, on a pensé au personnage de Rigatoni et la mère de Fusili plus jeune. Donc il y a un peu ce background et je pense que c'est à cette époque-là qu'il était peut-être plus actif. La mère de Fusili, je sais pas si je peux le dire. Si tu as envie de laisser un scoop. C'est quelque chose qui va pas apparaître maintenant. Je pense que si j'y arrive, j'aimerais bien le mettre dans les prochains chapitres. Mais c'était une détective du coup. Ah ouais. Voilà, donc ça remonte un peu au côté détective Conan, tout ça. Bon, moi j'ai ma petite voix dedans. Ouais. Et le père de Fusili, ça a toujours été un mafieux. Mais du coup, le truc qui est intéressant dans ça, c'est d'associer les deux. Comment un mafieux et une détective du coup qui est a priori pour la justice. Et un mafieux du coup qui est dans le monde criminel se sont pu se rencontrer et former une famille. Donc c'est quelque chose que j'essaie d'exploiter plus tard. Mais le Rigatoni n'a pas de rôle pour l'instant, mis à part celui qui tire les ficelles dans l'ombre. Et a priori ça devrait peut-être pas changer pendant un petit moment, mais il reste quand même quelqu'un d'important. Mais le personnage s'est vu nuancé en fait au fur et à mesure de l'intrigue. Oui, c'est vrai que au chapitre 1 il se fait, il capitule par rapport à notamment à son fils, qui le laisse faire ses propres choix.
Mais il continue malgré tout à essayer de le pousser à rester dans la mafia avec ses petites combines. Donc c'est quelque chose qui est un peu... j'essaie de trouver la bonne balance parce que le chapitre 1 devait être un one-shot, ça devait être une histoire terminée. Et les personnages devaient avoir atteint leur point de développement culminant du coup. Mais c'est vrai que... par exemple, le chapitre 1, c'est l'histoire de Fusili. Il n'a pas de développement par la suite. Et c'est les autres personnages qui sont développés par la suite. Et il faut que je trouve de nouveaux éléments pour tous les personnages, et notamment pour Yatoni, pour trouver quelque chose à faire. Oui, parce que en fait, Fusili, il a d'autres chats à fouetter et finalement son père lui lâche la grappe, mais il a d'autres chats à fouetter entre-temps. C'est ça. C'est à moitié qu'il lâche oui, c'est ça, il reste encore... Mais c'est vrai qu'il y a aussi le côté Fusili qui arrête la mafia. Il faut que je montre ça aussi, comment ça se passe au niveau de la musique, mais après, est-ce que c'est intéressant? Faudrait voir, parce que le côté important, je pense que le côté le plus important dans Golden Voice, c'est quand même le côté un peu mafia. C'est vrai que si le personnage principal n'en fait plus partie, ça peut être un peu compliqué, mais à voir ce que je pourrais faire. Il y a toujours de toute façon quelque chose à faire de ce côté-là. Donc là, c'était brainstorming avec Keep on Dream pour voir un peu la suite. Et c'est pas terminé du coup, parce que la suite, je pense que je l'ai un peu teasé un peu partout, mais ça se passe dans un avion. Je sais pas si c'est une question suivante ou pas. Tout à fait, on y vient. Alors, en fait, effectivement, est-ce que ta propre expérience professionnelle a influencé la suite de l'intrigue? Est-ce qu'on peut en parler? Forcément oui, du coup, comme j'ai un peu teasé un peu partout, ça se passe dans un avion. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire, une histoire dans un espace confiné comme un avion, sauf que on m'avait dit fais un manga sur l'aviation, mais après il n'y a pas grand chose à raconter, de mon point de vue en tout cas. Et je pense que là c'était l'occasion rêvée de faire un truc dans le monde aéronautique, notamment une histoire, un huis clos dans un avion. Donc faut voir comment ça va être fait. Et le côté professionnel du coup, comme j'ai dit, je suis personne navigant, donc dans l'avion je connais un peu les coins et recoins et tous les petits secrets des avions. À voir ce que je pourrais en faire. Et comme j'avais dit à la soirée de lancement, l'histoire principale, l'intrigue principale dans l'avion, ce serait un détournement. Donc les détournements, il y en a eu plein. Heureusement, il y en a beaucoup. Est-ce que tu en as vécu? Heureusement, Dieu merci. J'avais pas vécu. Mais des détournements, je pense que il y en avait énormément dans les années 70 et 80. Au moment où il n'y avait pas énormément de sécurité dans les avions, dans les aéroports. Aujourd'hui, il y en a un peu moins. Donc les seules fois où on peut voir des détournements dans un avion, c'est dans les films ou dans les œuvres de fiction. Et du coup, je n'échapperai pas à la règle. Et du coup, je sais à peu près comment ça va se passer. Je vais essayer de faire en sorte que ce ne soit pas une histoire trop longue non plus. Parce que, tu fais ça sur un autre tome ou c'est un arc carrément? C'est un arc qui ferait 3-4 chapitres, j'espère, et qui commencera au tome 2 du coup. Et donc là, au jour où on tourne cette vidéo, il reste le chapitre 6 qui sortira, le chapitre 6 de Golden Voice qui sera le chapitre final de l'histoire sur le bateau, et le chapitre 7 commencera directement glissant dans l'avion du coup. Ouais, en fait tous les modes de transport. Hein. C'est ça, c'est un truc que j'ai un peu piqué à Détective Conan, parce que Conan, il a la faculté l'auteur a la faculté de prendre énormément de settings, d'endroits. Il a fait, si je me trompe pas, il a fait dans tous les modes de transport, que ce soit train, bateau, sous-marin, avion. Il a fait ça partout, et c'est un truc que j'admire beaucoup. Après, j'essaie de faire ça différemment quand même, et on va voir ce que ça va donner. Là, tu vas me dire en quelques centaines de tomes, c'est sûr qu'il fallait trouver... Il n'y a pas d'idées... les idées sont inépuisables, je pense, pour lui. Ouais. Donc Détective Conan, c'est un titre vraiment qui est cher à ton cœur, qui t'a inspiré, en tout cas, pour Go Golden Voice. Notamment, c'est une série que j'aime beaucoup, c'est pas ma série préférée, mais c'est une série que j'aime beaucoup, la façon dont il traite les personnages, dont il traitait les personnages, parce qu'aujourd'hui c'est un peu différent. Mais que ce soit au niveau du traitement des personnages, de leur évolution, parce que c'est sur du très très long terme, des personnages arrivent quand même à évoluer malgré tout, même au bout de 100 tomes. Et c'est surtout au niveau du dessin que je trouve très dynamique, très expressif, et c'est quelque chose que j'essaie de reprendre. J'essaie de pas trop en faire non plus, de pas tout prendre et un peu ajouter ma touche personnelle. Mais bon, voilà, je fais ça dans la mesure du possible, et je pense que ça viendra par la suite du coup. Est-ce que tu as une vision à long terme du nombre de tomes que tu veux faire?
Là, comme ça, je ne saurais pas dire. Je pense que ce ne sera pas du très long terme. J'essaie d'avoir cette vision un peu réaliste du manga, à mon niveau en tout cas, et au niveau... bon, je me considère quand même comme amateur indépendant. Je pense que... Bon, moi j'en ai vu plein, et même moi j'étais le premier à dire ça va faire 60 tomes, tout ça. Bon, voilà, ça c'est quand on est plus jeune. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec le travail, vu que c'est pas mon activité principale, les études, etc., je pense que je fais ce que je peux. Là, j'ai déjà engagé les lecteurs sur un tome 2 du coup, donc forcément il y aura 2 tomes. Et je pense que ça pourra aller jusqu'à 3 tomes pour l'instant. Et je m'en tiens à 3 tomes, je pense. Une trilogie, c'est bien. C'est ça. Surtout que Golden Boy, j'essaie de faire en sorte que ce soit une histoire, enfin des 3 chapitres ou 4 avec une histoire complète, enfin plus ou moins complète à la fin. J'essaie de pas mettre trop d'intrigues qui tiennent sur le long terme. C'est ce que je voulais faire depuis le début, sauf que malheureusement, plus ça avance, plus je mets des petits éléments de scénario qui peuvent durer sur la longueur. Et je pense que ça, je vais essayer de faire ça aussi longtemps que je peux. C'est quelque chose que j'aimerais bien faire. Après, si je peux plus, je peux plus, et j'essaie de finir ça sur des histoires fermées, on va dire, des fins fermées. C'est-à-dire qu'à la fin d'une histoire, d'un arc du coup, s'il n'y a pas la suite, ça peut s'en tenir à ça sans problème. D'accord. Oui, parce que tu avais l'air de dire au début que tu pouvais laisser la porte ouverte à une possible suite. Pour l'instant, c'est ça. C'est comme je sais que, par exemple là, à la fin du chapitre du tome 1, il n'y a pas la fin de l'histoire sur le bateau. Forcément, il y a un cliffhanger à la fin qui amène sur le tome 2. Le tome 2, vu comment j'ai prévu l'histoire sur l'avion, je pense que ça peut durer tout le tome 2. Et des éléments que j'aurais mis dans le tome 1, dans le tome 2, pourront suivre jusqu'à plus. Après, c'est quelque chose que de base je voulais éviter. Malheureusement, c'est comme ça, et après, tant mieux peut-être d'un certain côté. Mais ce que je veux dire par là, c'est que en gros, plus une histoire est longue, plus elle a forcément besoin d'éléments en fond, notamment de scénario principal, de plot. Et si c'était qu'un seul tome, j'aurais pu m'en passer. Mais là, vu que ça dépasse le seuil des 2-3 tomes, je pense qu'il faut que je mette des éléments un peu plus sur le long terme du coup. D'accord. Il y a une romance qui se dessine entre Fusili et Eva. Est-ce que tu te sens à l'aise dans l'exercice ? J'en ai pas fait souvent, je crois que c'est même la première fois que j'en fais. Et mais je suis pas très fort, on va dire, pour ça. Après, le chapitre 1, le but c'était d'éviter les scénarios classiques des amoureux qui se tournent autour, etc. Et c'était de faire un truc un peu de pas cliché du coup, notamment Eva qui déclare sa flamme comme ça d'une manière totalement random, on va dire. Après, je pense que c'était le one shot du coup, donc c'était censé être comme ça, mais par la suite elle est réapparue, elle réapparaît encore, donc je pense que j'essaie de mettre un peu plus de profondeur dans ce personnage là, notamment le fait que un truc que je veux vraiment faire, c'est de lui donner des réactions plus humaines, parce qu'à chaque fois qu'elle était à côté de Fusili, elle était toujours en danger. Elle devrait se méfier de Fusili, même si je voulais donner ce côté un peu naïf à ce personnage. Elle est quand même humaine, elle est quand même un minimum intelligente, et c'est quelque chose que je vais essayer de faire par la suite, et notamment un obstacle parce qu'ils sont pas vraiment ensemble, ils sont pas vraiment amoureux. Je pense que c'est plus de l'intérêt ils se portent d'intérêt un intérêt mutuel. C'est ça. Mais je pense que dans la suite elle va peut-être s'éloigner de Fusili naturellement, parce que c'est compliqué de sortir avec un mafieux. Ouais, c'est ça. Elle sait pas que c'est un mafieux. Ah, ouais. C'est un truc que Fusili voulait. Je pense jusqu'à présent on essaye de ne pas divulguer, parce que c'est aussi un truc un peu compliqué que je me suis mis dedans. C'est le fait que les mafieux agissent dans l'ombre. Ils se dévoilent pas forcément comme part d'une organisation criminelle. Et c'est
Voilà, c'est ce qui a été fait, c'est que Fusili ne dit pas ouvertement que c'est le fils d'un parrain. La mafia Gorgonzola, c'est quelque chose qui est connu un peu à l'échelle régionale, mais comme ils agissent dans l'ombre, on ne sait pas qui est qui, on ne sait pas forcément qui est derrière. Donc il faut essayer de jouer avec ça. Et comme Fusili fait un duo avec Eva dans l'histoire et que ce sont des petites célébrités, on va dire, à l'échelle régionale aussi, faudrait que je trouve un moyen de jauger tout ça, de faire en sorte que ces deux mondes puissent être équilibrés. Coexister, sinon. Coexister, dans le sens où Fusili peut être une célébrité, sans pour autant qu'on sache que c'est un membre de la mafia. D'accord. Donc je sais pas comment je vais essayer de faire ça pour équilibrer ces deux niveaux. C'est quelque chose que j'avais pas forcément prévu au début, mais bon, moi je pense que ça devrait pas être compliqué non plus. Et pour en venir à Eva, du coup, ouais, le but c'est de lui donner des réactions plus humaines et la faire sortir un peu de sa naïveté, parce que c'est vrai qu'elle fait un peu, ça fait un peu personnage stupide malheureusement. Et Un peu la demoiselle en détresse. c'est ça, même si dans le dernier chapitre du tome 1, du coup, je lui ai donné un peu une petite place malgré tout. Voilà, bon, elle se fait quand même, c'est quand même sauvé par son prince charmant, mais j'essaie de lui donner ses propres décisions, comme Fusili a pu avoir au chapitre 1 du coup. Oui, parce que Fusili, en fait, du coup, comme il veut pas se révéler, il cherche aussi à la protéger, en fait. C'est ça. Là, elle se retrouve malgré elle encore dans une histoire de mafia. Mais je pense que ce sera la dernière fois avant un petit moment. Et c'est vrai que j'essaie aussi de faire varier le cast de personnages. Et là, elle apparaît 2 fois de suite dans les 2 histoires successives. Je pense que par la suite, elle apparaîtra pas justement parce que c'est loin de Fusili. On va dire qu'elle va se concentrer sur sa carrière de Exactement. cantatrice. C'est ça. Sauf que un truc aussi, c'est que c'est Fusili qui lui a permis de remonter sur scène parce qu'elle avait de l'anxiété. On va dire, je sais pas comment on dit ça, mais de l'anxiété par rapport au public, par rapport à la foule. Une anxiété qu'elle a développée. Je pense que c'est un truc que j'ai pas encore forcément dit, mais c'est un truc qui est un peu suggéré, c'est que au fur et à mesure qu'elle a eu de la notoriété, elle a développé l'anxiété sociale, on va dire. Ouais, vis-à-vis du public, en ça. fait, et c'est pas facile à gérer, c'est vrai, tout C'est ça. par rapport à la critique, par rapport à tout ça. Et c'est grâce un peu à Fusili qu'elle se sentait un peu mieux, qu'elle se sentait un peu apaisée, elle a eu ce courage de remonter sur scène. Sauf que là, du coup, c'est Solène de Fusili, son problème revient. Donc il faudrait voir comment on va faire avec tout ça. Ce titre m'avait paru délicieusement rétro parce que il y a quand même du jazz en fait en arrière-plan. Qu'est-ce qui t'a donné cette idée? Alors moi personnellement j'ai pas de genre musical titré que j'aime, etc. Mais c'est vrai que très généralement le jazz ça me dérange pas. Et c'est un style de musique que je trouve très classe, très très harmonieux. C'est ça, et ça colle avec l'esthétique un peu mafieux, un peu ils sont tous avec des costumes, tous bien habillés, et je pense que c'est le genre d'ambiance qui va très bien. J'ai été aussi influencé par la bande son de Conan, qui est aussi très jazzy, qui était très jazzy jusqu'à une époque, et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Donc c'était je pense que c'était je voyais pas d'autres genres musicaux, même s'il y a quand même un peu de pop, un peu de musique commerciale, etc. qui est chantée dans Golden Voice. Je pense que l'esthétique du jazz collait le mieux à l'histoire. Et je pense que ça s'est fait naturellement. Je sais même pas s'il y a une réflexion derrière. Je pense que c'est vraiment une association qui s'est faite naturellement. C'est ça. Et on a fait aussi un vinyle avec Bad Dreams du coup, qui a réalisé une bande son. Il a réalisé 9 musiques pour le manga. On a eu la chance de l'entendre chanter à la soirée de lancement du manga. C'est ça. Et du coup les vinyles sont aussi arrivés entre temps. Ils rendent super bien et j'ai pu écouter les 9 musiques et ça colle parfaitement à l'ambiance de Golden Voice. Ouais, mais vinyle, c'est le côté rétro, c'est génial. Ouais, c'est ça. Aussi, on me dit souvent que j'ai un style de dessin assez rétro, un peu Conan, Lupin, on me dit souvent ça. Je prends ça avec plaisir, j'accepte ça avec plaisir. Mais du coup, j'aime bien ce côté un peu
un peu rétro, un peu années 70, 80, même 50 on va dire, ça peut monter jusque là, même avec les costumes un peu à l'ancienne. Et je pense que voilà, naturellement ça s'est fait et je pense qu'il n'y avait pas de question qui s'est posée derrière. D'accord. Alors, on en vient à ma dernière question. Est-ce que est-ce que déjà, quelque part dans un coin de ta tête, tu as un nouveau manga qui pop-up ou qui germe Oui. Ouais. J'en avais. Alors, Golden Voice c'était un one-shot qui devait être fait. Pour Tezuka. Tezuka, et après je l'ai proposé à Keep on Dream en 2021. Et de base ça devait s'arrêter là. Et alors il y avait deux, trois histoires entre temps que je devais faire. La première c'était une histoire, non même plus que ça, il y avait une histoire de détective qu'on devait faire avec Kiops qui est le chef du Keep on Dream du coup. Ça ne s'est pas fait parce que pour la petite histoire, l'autrice de Reborn a publié au même moment, enfin quasiment, je pense qu'on parlait de l'histoire avec Kiops et peut-être un mois après, il y a eu, comment ça s'appelle, Ron Kamonohashi, le détective dérangé, du coup qui est un manga de Hamano, qui est sur une histoire de duo de détectives, dont un qui est professionnel, qui sait très bien ce qu'il fait, et l'autre acolyte un peu perdu, un peu qui suit. C'était ça le principe de départ de notre histoire à nous. Et comme quoi, il y a des coïncidences incroyables. Bah, les coïncidences allaient tellement loin qu'on s'est dit, mais est-ce qu'on a été écouté, non, ouais, voilà, sans prétention ou quoi, on s'est dit que voilà, il y a quelque chose de similaire. Oui, c'est vrai que ça faisait... Ouais, c'était très similaire. Double emploi. C'est ça, on s'est dit, bon, on va passer à autre chose. On est passé sur une histoire de science-fiction, avec des trous noirs, avec des principes très scientifiques, très complexes même, je pense que c'est même mieux qu'on l'ait pas fait aussitôt, parce que je pense que j'ai pas forcément la maturité de gérer ce genre de thématique. Et entre-temps, il y a une histoire que je voulais faire depuis 2017, ça s'appelle... Donc l'histoire de Criminal Rico, c'était l'histoire d'un policier stagiaire qui se fait un peu maltraité par ses collègues, qui lui rêve de devenir un grand policier, etc. Sauf que en fait, un jour il y a une intervention dans le quartier qui s'appelle Rico, du coup, une intervention, et la police un peu ripou, un peu voilà, qui testait des armes qui n'étaient pas conventionnelles, des armes nouvelles dans ce quartier-là, parce que c'est un quartier défavorisé. Et il se trouve que le policier stagiaire est envoyé là-bas pour filmer. Voilà, il servira à rien d'autre que filmer. Sauf qu'il est témoin des tests de ces armes, voilà, mais c'est pas, je saurais même pas, enfin voilà, vous dire ce qu'il en est, mais c'est des armes qui sont pas censées être utilisées sur des êtres humains. Et c'est là que, en fait, il se rend compte que la police a ce côté un peu, voilà, brutal, un peu pourri. Et du coup, il se retrouve basculé de l'autre côté voilà, il devient criminel en fait. Voilà, c'est ça le postulat de départ. Et c'est vraiment de faire des histoires avec des plots assez simples. Donc là, le but c'était de faire en sorte que quelqu'un qui a du mal à la justice et à la police se retrouve finalement criminel. Et il faut voir comment ce cheminement pourra se faire. Et là, j'ai réfléchissé dernièrement et je pense que je peux totalement intégrer l'univers de Golden Voice autour de ça. Ça peut se passer dans le même monde. Et la dernière histoire à laquelle je pense que je veux absolument faire, mais ça c'est vraiment un côté un peu à la Conan, c'est l'histoire c'est un remonter le temps en fait, mais pas remonter le temps très très loin, mais c'est remonter le temps dans les années 90, parce que on en parlait tout à l'heure, le monde est très différent notamment la France, entre les années 80, 90 et aujourd'hui. Et c'est quelque chose que je voulais vraiment exploiter. Donc c'est l'histoire, pour faire très simple, c'est l'histoire d'un jeune lycéen qui est qui a beaucoup d'attrait pour les sciences, etc. Il a la chance de pouvoir côtoyer des grands scientifiques, notamment qui travaillent sur des projets comme l'Hyperloop, des trucs comme ça. Alors je sais, il faut que je vois. Alors les problèmes des histoires scientifiques, c'est qu'il faut vraiment, Oui, tu travailles le côté scientifique. Ouais. Je peux pas dire n'importe quoi, je peux pas inventer des concepts, non, parce que c'est des trucs qui existent. Voilà, c'est la science. Et donc je sais que j'avais fait des petites recherches sur ça. Après évidemment remonter le temps, c'est un peu de fiction, donc forcément il faut que j'en ajoute un petit peu. Et il se retrouve, sans rentrer dans les détails, il se retrouve propulsé en 1995 à Paris. Et du coup il est dans une époque où il n'est pas censé exister. Et donc ça permettrait de voir de son point de vue à lui, d'enfant, de jeune des années 2010-2020, sa perception du monde des années 90, toutes les différences qu'il y a, par exemple le Club Dorothée, les trucs comme ça.
Le problème avec ces genres d'histoires-là aussi, c'est que j'essaie d'incorporer des événements qui sont vraiment produits dans la vraie vie. Mais c'est des histoires, enfin des événements qui peuvent être un peu voilà, il faut pas, notamment par exemple des attentats. Je pense notamment à l'attentat du RRB en 95, les 11 septembre, des trucs comme ça. Tu peux faire des parallèles, enfin tu peux faire, tu sais, on peut parler d'un vrai événement en le contournant et les gens ont quand même la référence. Ouais, je pense que je vais partir sur ça parce que de base je voulais faire en sorte que, par exemple, un truc que je voulais faire, c'est que en fait il rencontre sa mère qui n'existe, enfin qui n'a pas encore, c'est sa mère, elle est étudiante, etc. Et du coup ils vont devoir cohabiter, il doit garder le secret que lui c'est son fils du futur. Ça fera un peu la relation Conan et Ran dans Détective Conan. Et par exemple le type d'histoire que j'aurais pu faire, c'est les méchants entre guillemets qui l'ont propulsé dans le passé vont essayer de le tuer dans son passé. Donc en gros il doit protéger son futur, je sais pas comment expliquer, mais se protéger son bébé. Le soi du futur. Hein. C'est ça. Mais en gros, si les méchants, les antagonistes de cette histoire-là vont essayer de tuer le jeune, en 98 par exemple, parce qu'il est dans 98, lui il doit se protéger lui-même, il doit faire en sorte qu'il ne soit pas effacé de l'histoire. Sa mère devait être impliquée dans des histoires d'attentats, des trucs comme ça. Par exemple, comme c'est quelqu'un qui est très axé sur la science et l'histoire, il sait exactement quand est-ce que tel ou tel événement se passe. Et quand il sait que par exemple sa mère prend un exemple, il prend un avion pour aller à New York, un truc comme ça, un certain 11 septembre 2001, voilà. Mais après, il lui propose gentiment de décaler son voyage. Après, par exemple, moi, même si c'est une histoire qui date d'il y a très longtemps, des événements qui datent d'il y a très longtemps, j'estime quand même qu'il y a ce côté où il faut respecter les victimes, il faut respecter les familles des victimes aussi, qui n'accepteraient pas forcément que ce genre d'événement soit... Même si ce sera traité très sérieusement, enfin si je le fais, ce sera traité très sérieusement, je pense que... Voilà, c'est quand même... Je sais que des mangas, par exemple, où Billy Bat d'Urasawa a notamment traité d'événements comme ça, notamment le 11 septembre, il l'a fait de manière très... un peu... Comment dire, pas dissimulé, mais c'était fait de manière respectable en fait. En gros, on n'a pas vu des trucs horribles ou quoi que ce soit. C'était bien amené, c'était bien représenté. C'était juste ce qu'il fallait. Ça en faisait pas trop. En fait, c'est quelque chose qui appartient déjà à l'histoire maintenant. C'est ça. Et donc tu as quelque part comme une référence de mémoire, une référence à l'histoire que tu utilises pour ton œuvre de fiction. Mais il faut que ce soit bien traité. Bien sûr. Pas de manière comique ou quoi que ce soit, parce que forcément, il y a des événements peut-être que je pense que c'est trop tôt pour en traiter. Par exemple, les attentats récents en France. Mais sans parler d'attentats, mais il y a aussi plein d'autres événements il s'est passé plein de trucs. Il y a de quoi faire et je pense que ça peut être... En tout cas, le postulat de départ, c'est de... j'essaie toujours de partir de postulats très simples. Donc un jeune des années 2010-2020 qui est projeté dans les années 90 et voir un peu son rapport à ce monde un peu différent. Et ce qui est compliqué, c'est que j'ai pas vécu dans ces périodes-là. Moi, je suis né en 98. Donc les années 90, j'en connais pas grand-chose. Mais je pense que ça peut être intéressant à faire. Et c'est une histoire que j'aimerais beaucoup faire. Celle-là, c'est vraiment l'histoire prioritaire que j'aimerais faire. Que tu as vraiment envie de réaliser. Ouais. Mais elle a du potentiel, il y a vraiment de quoi faire. Ça peut être super intéressant. Ouais. Et du coup, Alors après, on revenait à ce que je peux appeler un spin-off de GoGo Golden Voice, parce qu'on n'a pas eu l'occasion de regarder le très bel artbook que tu as sur tes genoux. Ouais. Si tu peux nous montrer quelques images que tu avais réalisées. Alors ça c'est l'artbook, la couverture. Vraiment, on a déjà fait un artbook en 2021. C'était une contrepartie parce qu'à ce moment-là, on avait imprimé l'équipe On Dream. Alors là, on va montrer. Il y a Eva avec son violon, il y a Rigatoni avec l'harmonica et il y a la sœur de Fusili. Rappelle-moi comment elle s'appelle ? Farfalle. Ouais. Du coup, ça c'était les visuels pour le Ulule. On avait essayé de faire des tickets, entre guillemets, des sortes de concerts. En gros, les packs que les gens choisissent, c'est un ticket, c'est un concert. Trop sympa. Et chaque concert a son instrument, et voilà. Mais du coup, c'était un artbook qui découle d'un premier qu'on avait fait.
On avait fait un artbook en 2021, c'était une contrepartie parce qu'à ce moment-là, Keep on Dream avait imprimé un numéro en papier et on a proposé aux gens d'avoir un artbook Golden Voice qui n'était pas celui-là, il faisait la moitié moins de pages que celui-là du coup. Et du coup, pour la deuxième, pour le vrai Ulule Golden Voice, on s'est dit il faut qu'on fasse un artbook, mais meilleure qualité, notamment avec les couvertures. Là, ça rend bien, il est très chouette. Il y a du relief sur les pages, etc. Enfin, c'est la couverture. Sur la trompette et tout. Et ouais, même sur les boutons de manchette. Ouais. Et ça, c'est un truc qu'on a même pas. Je ne me sens pas qu'on a demandé ça à l'imprimeur. On avait juste demandé la dorure sur le titre. Sinon, tout le reste, c'est l'imprimeur qui a géré ça. Il a été cool, ouais. Il a très, fait un très truc cool. du très bon travail. Oui, on en est très 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 fiers. En tout cas, moi, je suis ravi de voir ça sous cette forme-là. Et les artbooks, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc, je pense que les collectionneurs d'artbooks pourront être ravis aussi. Ah, c'est génial. Bon, en tout cas, beaucoup de satisfaction. Il est en tout cas sur de bons rails, ce GoGo Golden Voice. Merci. Donc, sorti depuis le 13 mai dernier dans toutes les librairies. Certaines librairies parisiennes, sinon c'est commandable en ligne sur keepandream.com si j'ai pas de bêtises. Je le mettrai en description. En tout cas, merci beaucoup Emash pour cette interview très privée. Merci. Et puis écoute, go Golden Voice en fait. Exactement. Merci, bye bye. Beaucoup. Merci. Et en fait, Emash me fait penser qu'il faudrait rajouter un petit bonus à la vidéo parce qu'il m'a préparé une surprise. Alors il y avait un petit truc que j'ai préparé en amont avant de venir. C'est un petit shikishi du coup. C'est trop cool. Pour te remercier. C'est trop sympa. Voilà. Vas-y, on va leur montrer. Hop, voilà. Je sais pas si la caméra veut bien. Voilà, avec plein de couleurs, mais c'est trop sympa. Merci beaucoup, Emash. Merci. Merci pour ce petit bonus et à bientôt les gens. Motivation through all this melody. Get away from your own melancholy and wake up, you'll be trying tonight.